Hey, bonjour à tous, ici le seul unique Ryu-sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale Ben Beckman. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va répondre ensemble à l'une des questions qui revient le plus souvent. Pourquoi est-ce que Kizaru a-t-il eu peur de Ben Beckman? Pour certains, Kizaru ne fait que troller, alors que pour d'autres, il a eu peur. Nous avions déjà évoqué ce sujet il y a environ 2 ans, mais vu la récurrence de la question, je me suis dit qu'il fallait que j'approfondisse un maximum. J'ai donc creusé le sujet, je l'ai retourné dans tous les sens, et notamment grâce à de nouveaux éléments, je peux vous affirmer que l'on va voir ensemble tout ce qui entoure véritablement cette action. Si vous voulez découvrir des choses vraiment importantes pour la suite de l'œuvre, je vous invite à vous poser tranquillement et à voir tout ça. On n'oublie pas le pouce bleu sous la vidéo, toujours moins 10% de réduction avec le code Mugiwara dans mon Monkey D Store. On continue les 1 vidéo par jour, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année et c'est parti. Tout d'abord, rapidement, qui est Ben Beckman? Eh bien moi je vais vous le dire. Il s'agit de l'un des pirates les plus puissants au monde. En fait, Shanks est l'héritier du roi des pirates, c'est donc le Goldie Roger de la génération d'après Roger. Du coup, bien évidemment, son second Ben Beckman est le Rayleigh de la génération d'après Roger. Roger, ancienne génération, Shanks, génération d'après, Luffy, génération actuelle. Rayleigh, ancienne génération, Beckman, génération d'après, Zoro, génération actuelle. La puissance de Ben Beckman est donc tout simplement colossal. Comme on l'a toujours vu ensemble, les seconds de Yonko ont tous à peu près la même puissance. Cependant, il existe tout de même de micro-différences de puissance dans le sens où si un combat doit aller jusqu'au bout, l'un des deux combattants aura beaucoup plus de chances de gagner. Rien que de par le fait qu'il soit le Rayleigh de la génération d'après, Ben Beckman se situe au sommet du classement par puissance des seconds. C'est pareil pour Zoro, mais par rapport au classement par puissance des seconds de la génération actuelle. En fait, Marco n'est plus un second de Yonko parce qu'il a entre guillemets perdu ce poste en devenant capitaine après Marineford. Il ne reste donc que Ben Beckman, Shiryu et King. L'auteur, Monsieur Eiichiro Oda, aime beaucoup les schémas, et l'un des schémas qu'il utilise le plus régulièrement, c'est la démonstration du classement par puissance d'un groupe via l'apparition. En effet, on a vu l'homme Moshi combattre jusqu'au bout, ensuite, actuellement, on voit King combattre, dans quelques chapitres, il combattra jusqu'au bout, puis plus tard, nous verrons les deux autres. Cette démonstration nous montre quel second est plus puissant que quel second. Alors là, bien sûr, je sais que certains me diront que Ben Beckman a été montré au début de l'œuvre, mais ça ne marche pas parce que la démonstration prend en compte un combat réel des personnages avec l'exploitation de leur puissance. En fait, le entre guillemets titre de second empereur le plus puissant se joue entre Shiryu et Ben Beckman. Encore une fois, il n'y a pas non plus une colossale différence entre les deux autres, mais il y a tout de même une mini différence. Comme on l'a toujours vu ensemble, le niveau de second empereur est quasiment identique au niveau d'amiral. Si ce n'était pas le cas, l'équipage de Barbe Blanche n'aurait eu aucune chance d'emblée. Et en plus, la marine n'aurait pas eu besoin de menotter Marco et d'avoir Jose par surprise. Et oui, j'aime répéter l'information parce qu'elle est très souvent oubliée. Ils ont été obligés de menotter Marco et d'avoir Jose par surprise. Donc, en étant au sommet du classement par puissance des seconds empereurs, Ben Beckman est bien plus que simplement proche du niveau d'amiral. Et en parlant d'amiral, on en vient à l'arc Marineford. Rappelez-vous, Shanks a sauvé Kobe de l'attaque de l'homme magma et Ben Beckman a sauvé Luffy de l'attaque de l'homme lumière. Cette action est vraiment très forte parce qu'on est dans une bataille qui oppose des pirates à la marine et l'objectif a été donné. Il faut tous les avoir et surtout Luffy qui est le frère de Ace et le fils de Dragon. En fait, dès que Akainu l'a appris, il n'avait qu'une seule idée en tête, le capturer ou lui ôter la vie. Sa capture ou sa mort était donc primordiale et alors même qu'un amiral allait se le faire, Ben Beckman l'en a empêché. Au-delà du côté puissance, il y a toute une symbolique derrière. C'est un pirate dans une bataille qui oppose la marine à des pirates qui a sauvé un pirate. Maintenant, j'aimerais mettre les choses au clair. Beaucoup pensent que si Kizaru n'a pas attaqué Ben Beckman et s'il arrêtait l'attaque, c'est parce qu'il savait que Ben Beckman était venu en mode pacifique. Eh bien en fait non.
Pas du tout, parce qu'il l'ignorait purement et simplement. Je vais vous dire pourquoi, c'est très simple. Shanks a arrêté le coup d'Akainu sans parler du pourquoi de sa venue. Juste après, Kizaru charge une attaque, et c'est là que Ben Beckman le braque avec un regard noir. À ce moment-là, Kizaru ne savait pas du tout pourquoi est-ce que Ben Beckman était là. En effet, l'équipage de Shanks aurait très bien pu en profiter pour en terminer avec la marine. C'est pour cette raison que l'homme lumière a levé les mains, qu'il n'a pas attaqué Ben Beckman et qu'il n'a pas attaqué Luffy. Après l'action, Shanks a parlé du pourquoi est-ce qu'il est venu, et c'est là que Kizaru a compris que Ben Beckman n'avait pas d'intérêt à l'attaquer. Bien, ça c'est pour la première chose. Maintenant la seconde chose, et pas des moindres, je voudrais vous parler d'un fait hyper intéressant qui, je le pense, changera votre perception de la scène. Quand Shanks est intervenu, Akainu n'a rien fait alors qu'il aurait pu attaquer. Et au passage, rappelez-vous de ma découverte par rapport à l'action justement. Shanks a utilisé du Haki des Rois. Pour preuve, Kobe a perdu connaissance avec de la mousse dans la bouche. Une mousse qui n'est présente que dans le manga pour nous dire que du Haki des Rois a été utilisé. Akainu a beaucoup transpiré et il a eu de grosses gouttes de sueur quand Shanks l'a stoppé. D'une case à l'autre, il transpire beaucoup et en plus de ça, il s'est calmé rapidement. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est qu'Akainu n'attaque personne alors que Aokiji et Kizaru attaquent le sous-marin. Ici, on me dira ok, il s'en foutait, mais non. Pas du tout, et voici pourquoi. Écoutez bien, la différence qu'il y avait entre Akainu et les deux autres amiraux, c'est que lors de leurs attaques respectives, il n'y avait aucun membre de l'équipage de Shanks à côté d'eux. Je m'explique. Capitaine contre Akainu, Beckman contre Kizaru et Lukiru contre Aokiji. Si la marine refuse la fin du conflit, ce sera les combats. Si cela vous rappelle quelque chose, c'est normal, parce que c'est ce qu'on a eu avec Barbe Blanche. Barbe Blanche contre Akainu, Marco contre Kizaru et Jose contre Aokiji. L'équipage historique, c'est le capitaine, Marco et Jose. Ce sont les combats qu'on a eu. Maintenant, remettons un peu les choses en perspective. Comme dit plus tôt, pour avoir Marco, la marine a dû le menotter, et pour avoir Jose, Aokiji a dû le prendre par surprise. Du coup, maintenant, remplacez Marco par Beckman et Jose par Lukiru, et vous comprendrez bien que les amiraux savaient pertinemment que les combats auraient été très compliqués. Tu peux menotter un second en profitant d'une inattention, mais tu ne peux pas le faire deux fois. Tu peux avoir un commandant avec la même chose, mais tu ne peux pas le faire deux fois. La vie, ça marche pas comme ça. Voilà, ça c'est pour prouver que les amiraux savaient pertinemment que les combats auraient été trop compliqués. Maintenant, pour en revenir à ma phrase de tout à l'heure, ni Lukiru ni Ben Beckman étaient à côté des amiraux, contrairement à Shanks devant Akainu. En fait, en principe, Lukiru aurait dû se placer devant Aokiji pour qu'il n'attaque pas le sous-marin. Le problème, c'est que Lukiru est en train de manger très loin de la cible et qu'il parlait avec son capitaine. C'est pour cette raison que Kuzan a pu attaquer le sous-marin. Et d'ailleurs, Lukiru était étonné de l'attaque. En fait, la réalité des choses, c'est qu'il était persuadé qu'il n'allait pas attaquer. Il a donc fait l'erreur de croire cela. Maintenant, par rapport à Beckman, c'est pareil. Il était persuadé que Kizaru n'allait pas attaquer le sous-marin. Et d'ailleurs, tenez-vous bien, Ben Beckman était descendu quand Kizaru a attaqué le sous-marin. En fait, il s'agit d'un petit tour de passe-passe de l'auteur Monsieur Eiichiro Oda. Il a volontairement joué avec la position du second de Shanks pour faire croire qu'il pouvait être à côté. Pour preuve, seulement 2 pages après, on le retrouve à côté de Shanks. Kizaru, lui, eh bien il n'a pas bougé. Ben Beckman a eu la même réaction que Lukiru. Il était dans l'incompréhension parce qu'il ignorait que Kizaru allait attaquer. C'est pour cette raison que Ben Beckman est descendu. Il le dit bien, mince, ils n'en ont pas encore fini. À votre avis, que se serait-il passé si Akainu avait continué son attaque? Logiquement, tout le monde devrait répondre que Shanks aurait dû inévitablement l'attaquer. Eh bien, c'est pareil pour Ben Beckman avec Kizaru. Maintenant que ça s'est dit, au-delà du niveau de puissance de Beckman, nous allons techniquement voir ce qui a fait que Kizaru a levé les mains. Tout d'abord, ce qui revient régulièrement, c'est que Ben Beckman ne pourrait rien faire face à la vitesse de Kizaru. Eh bien en fait, non, c'est faux. En effet, il suffit d'un excellent haki pour parfaitement voir les déplacements de Kizaru. Beaucoup voient Kizaru comme étant imbattable, et même si moi je l'aime aussi beaucoup, il faut savoir rester logique. Je pourrais vous dire que personne ne peut le battre, mais je préfère la vérité. Actuellement, avec un excellent haki, on peut voir ses déplacements, et factuellement, les pouvoirs de Kizaru sont limités parce que ses déplacements doivent être linéaires. C'est simple, il ne peut pas se
déplacer de façon non linéaire. Il faut qu'il aille en ligne droite ou que sa lumière se reflète. Je n'entre pas forcément dans les détails, mais je pense que tout le monde a compris. De plus, quand il a attaqué le sous-marin, si Ben Beckman avait réellement été à côté, il aurait été à sa portée. Kizaru est un combattant aguerri et expérimenté, il sait pertinemment qu'être à la portée de Ben Beckman, c'est vraiment dangereux. Maintenant, il a été confirmé que l'équipage de Shanks était l'équipage le plus équilibré. Beaucoup se demandent ce que cela signifie, et bien moi je vais vous le dire. L'équipage de Shanks, et plus particulièrement le capitaine et ses 3 commandants, représentent l'équilibre parfait du Haki. Yasopp maîtrise un HDO parfait, Lukiro maîtrise un HDA parfait, et Ben Beckman maîtrise un Haki des rois parfait, ou un demi-éveil du Haki des rois, et les 2 autres Haki en forme parfaite. Pour le capitaine, on l'a déjà vu ensemble, il maîtrise parfaitement les 3 Haki. C'est ça qui fait que l'équipage est aussi équilibré. Il y a une vue globale et parfaite, une protection globale et parfaite, et un Haki des rois qui fait perdre connaissance à des dizaines de milliers ou des centaines de milliers de soldats, sans parler de l'éveil qui octroie des pouvoirs bien plus grands. Maintenant, par rapport au Haki des rois de Beckman, parce que oui, je vous l'affirme, il a le Haki des rois, quand ce sera confirmé, vous pourrez dire j'y étais. Sur l'Euro Jackson, j'y étais. Comme à l'époque avec le Haki des rois de Katakuri. Du coup, par rapport à Beckman, en toute logique, Kizaru savait qu'il avait le Haki des rois. Il savait également qu'il maîtrisait parfaitement les 2 autres Haki, ce qui faisait de lui une terrible menace. De plus, Beckman combat avec ce qui est justement parfait pour combattre Kizaru. En fait, Ben Beckman est un combattant qui excelle dans le combat éloigné, tout comme dans le combat rapproché. En plus, comme on l'a déjà vu ensemble, l'auteur a confirmé que Beckman était l'un des personnages les plus intelligents de l'œuvre, et son nom est en référence à Arnold Horvey Beckman, qui est un grand inventeur. C'est simple, il a très bien pu se perfectionner pour combattre les possesseurs de fruits démoniaques. Comme vous l'aurez compris, dans tous les cas, Ben Beckman est monstrueux. En fait, dans tous les cas, il représentait une terrible menace pour Kizaru. Ce qui avantageait les amiraux sur Marineford, c'est le fait que les différents membres de l'équipage de Barbe Blanche ne soient pas experts en Haki. Remplacez maintenant l'équipage avec l'équipage de Shanks et vous comprendrez. L'homme magma le savait pertinemment, du coup permettez-moi de vous rappeler quelque chose. Barbe Blanche, malade, affaiblie et avec quasiment aucun Haki, ok. Shanks en pleine forme et avec 3 Haki éveillés, pas ok. Vous avez maintenant une analyse complète de ce qu'il s'est passé. Allez, Diane, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.